grand dialogue. Sigika Foba. Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Shenibiro. Halud Mauni. Shenibiri. Sigika Foba. Le grand dialogue. Le grand dialogue. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous sommes mercredi 13 janvier 2016. Merci de nous recevoir chez vous. Aujourd'hui, le Grand Dialogue réfléchit sur la lenteur constatée par le Conseil de sécurité, donc les membres des Nations Unies par rapport à la mise en œuvre de l'accord de paix au Mali. Alors, nous allons voir ces thèmes avec nos invités. D'abord, toutes nos excuses d'avance, car la plupart de nos invités sont au téléphone. Ibrahim Diallo sera certainement avec nous tout à l'heure. Il est de la plateforme. André Bourgeot, chercheur et spécialiste du Sahel, sera également au téléphone. Almou Ag Mohamed, membre de la CMA, est invité à cette émission. Il sera très certainement dans ce studio. Nous aurons également Cheikh Djouara en ligne depuis Gao. Il est journaliste. Il sera également avec nous. Alors, merci à vous, messieurs, pour votre disponibilité. Je suis Famoussa Sidibé. Seydou est à la technique. Le secrétaire général adjoint donc aux opérations de maintien de la paix a estimé qu'il urge de mettre en œuvre l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali. Selon lui, cela mettra fin à la détermination des groupes extrémistes qui veulent faire échouer le processus d'Alger. Hervé Latsou a fait cette déclaration devant le Conseil de sécurité à New York. Face à cette situation, 2/3 des effectifs de la force de la mission sont employés donc à protéger ces installations et ces convois. Hervé Latsou s'est également dit préoccupé par les retards accumulés dans la mise en œuvre d'autres réformes politiques et institutionnelles qui sous-entendent l'accord de paix. Alors, nous avons en ligne André Bourgeot. André Bourgeot, bonjour. Oui, bonjour, je vous entends bien, vous m'entendez bien? Moi, je vous entends très bien et j'espère que les auditeurs également vous entendent très bien. Alors, que peut-on aujourd'hui retenir comme acte concret allant dans le sens de la mise en œuvre de l'accord de paix au Mali? En termes quantitatifs, il est difficile de dire qu'il y a eu beaucoup de décisions concrètes qui vont dans le sens de l'application des accords de paix, accords dits d'Alger. Pour l'heure, ça prend quand même énormément de retard, d'où des mécontentements qui s'expriment un petit peu partout. Alors reste le problème suivant, pourquoi quel retard ? Donc la question que moi je poserais, je dirais, est-ce que ça ne renvoie pas aux conditions d'élaboration de ces accords de paix qui ont nécessité quand même presque 9 mois de négociations avec des avancées, des reculs, etc. On est un petit peu dans cette même situation, c'est la première chose. Et la deuxième chose qui me paraît aussi importante, le contexte général, contexte politique et sécuritaire au Mali n'est pas tellement favorable aux conditions d'application de ces accords de paix. On le voit bien avec ce qui se passe au nord, et c'est aussi un essor d'activités de type criminel, de règlement de compte, etc. Donc la sécurité est encore là et c'est pas du tout impossible que ça retarde l'application de ces accords. Et puis ensuite, en troisième lieu, s'est posé en tout cas le problème au sein de la commission de suivi, je crois, c'est son appellation, pour la représentation des différents groupes. Or, il est dit que c'est des accords inclusifs. Or, certains groupes n'ont pas siégé au sein de ce comité de suivi. Donc, ça crée nécessairement des problèmes, voire des antagonismes entre ceux qui ont été signataires des accords et qui ne sont pas représentés de la même manière que les autres signataires. Donc, vous voyez, c'est une situation de tension et des situations de confusion très grandes. Merci beaucoup, André Bourgeot. Restez avec nous. Nous allons joindre Cheikh Djouara à Gao. Cheikh Djouara, vous êtes avec nous? Oui, évidemment, je suis avec vous. Alors, j'espère que vous avez entendu tout à l'heure l'analyse d'André Bourgeot sur les acquis de cet accord depuis le début de sa mise en œuvre au Mali. Il y a sans nul doute cet aspect aussi, le début de construction des sites de cantonnement par la MINUSMA. Est-ce que vous pouvez nous dire concrètement quels sont les acquis de cet accord? Bon, moi je pense que pour le moment il y a des acquis, mais est-ce que ces acquis sont notoires
par rapport aux prévisions, où est-ce qu'on devrait être à cette date après la signature des accords. Non. Bon. Sur les sites de cantonnement, il y en a plusieurs. En réalité, il y a juste sur un seul site que les travaux ont réellement démarré. J'étais sur le site de cantonnement de Fafa. Il y a le dimanche passé, donc il y a effectivement la force nigérienne qui a été déployée là-bas et en attente de la construction, donc ils sont en train de faire d'abord les forages, mais les travaux proprement dits vont commencer dans quelques jours. Donc, et maintenant, sur d'autres plans, je pense que là où c'est l'essentiel, qui est déjà que les groupes armés soient prêts à être cantonnés. Je pense que toute la question est là en termes d'avancée. C'est à partir de là qu'on peut vraiment parler d'avancée. Je pense que c'est loin d'être mis en œuvre. Au contraire, quand vous arrivez dans certaines zones, on pense même que cela est utopique de croire en ça dans quelques semaines ou dans quelques mois, quand même pas dans un futur proche. Moi, j'étais dans la région de Kidal, à Tissalit et à Halil il y a une dizaine de jours à la frontière algérienne. Vous avez le MNLA, vous avez le Gatia, vous avez le HCIA, etc. et tout ça. Je ne pense pas que tous ceux que nous avons rencontrés sont dans une logique d'un cantonnement imminent. Ça, c'est très clair. D'accord. Merci beaucoup, Cheikh Douara. Je rappelle que vous êtes journaliste et vous êtes actuellement à Gao. Alors, comment évaluer le degré de confiance entre les différentes parties impliquées dans le processus? C'est également cette question que André Latsou a évoquée dans son rapport. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que vous pensez de ce rapport, André Bourgeot? Vous faites référence au rapport de qui? De Hervé Latsou, enfin la déclaration d'Hervé Latsou au Conseil de sécurité sur les retards accusés par la mise en œuvre de l'accord. Et concrètement, il dit quoi dans ce rapport? Parce que c'est quelque chose qui m'a échappé, donc je n'en connais pas le contenu. Si vous pouviez me dire les 2 ou 3 grandes lignes de ce rapport, peut-être que je pourrais donner un point de vue. Alors, selon Hervé Latsou, il y a beaucoup de lenteur dans la mise en œuvre de l'accord de paix, notamment les réformes politiques qui sont donc envisagées dans cet accord pour le retour, enfin, la mise en œuvre des mesures de confiance dont la CEMA, les groupes armés avaient beaucoup donc évoqué le manque d'engagement du gouvernement du Mali sur la mise en œuvre des mesures de confiance, notamment la libération des prisonniers. Oui, bon, ça je crois que c'est un constat que pratiquement tout le monde dresse. Le rapport, d'après vous, fait référence à la lenteur. Oui, c'est une lenteur qui est incontestable. Mais le précédent intervenant a mis le doigt sur quelque chose qui me paraît très important, à savoir le degré de volonté de passer au cantonnement. Parce que jusqu'à présent, je crois qu'il n'y a pas d'accord général sur les sites de cantonnement. Je crois qu'il y en a quelques-uns qui ont été énoncés, mais là aussi, c'est encore une coquille vide. Donc, je pense qu'effectivement, sur le fond, il y a un problème non pas de confiance, mais de méfiance. Pour les raisons pour lesquelles il y a des problèmes de méfiance, c'est que le cantonnement crée de nouvelles conditions sur des enjeux politiques cette fois-ci, parce que le jour où on passera au cantonnement, on verra bien que les contradictions qui existaient et qui continuent à exister entre les différents groupes armés vont se révéler et ça risque de déboucher sur des affrontements pour le moins verbaux. Et c'est probablement une des raisons pour lesquelles le pouvoir politique central malien utilise un peu des procédés dilatoires pour aller dans le sens du cantonnement, parce que c'est là où il va y avoir de véritables enjeux et c'est là que vont réapparaître des divergences de nature politique et des problèmes de leadership. Je pense que c'est ça le problème de fond. Merci. Donc la méfiance est là. Merci André Bourgeot. Alors, entre-temps, Ibrahim Diallo a fait son entrée dans ce studio. Il est membre de la plateforme. Alors, nous parlons donc de ces déclarations d'Hervé Latsou au Conseil de sécurité des Nations Unies. Alors, parmi
parmi ces déclarations, il y a ce regret qu'il n'y ait eu qu'une seule patrouille mixte. Aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut entreprendre des patrouilles mixtes dans le nord du pays, Ibrahim Diallo? Est-ce que cela est possible? Merci. Tout d'abord, bonsoir à tout le monde et je m'excuse un peu du retard. C'est dû à la circulation. Bon, les patrouilles mixtes, nous sommes tout à fait partants pour les patrouilles mixtes parce que comme le gouvernement, nous avons le souci du retour de la sécurité dans les régions du Nord. Malheureusement, il y a quand même des préalables, il y a certaines conditions qu'il faut réunir pour pouvoir faire ces patrouilles mixtes. Par exemple, pour ce qui concerne la plateforme, nous avons, quand on nous a demandé de nous apprêter pour aller dans les patrouilles mixtes, nous avons dit qu'il n'y a aucun problème. Mais le problème se posait au niveau de l'État. Parce que l'état-major des armées a demandé que les mouvements patrouillent avec leurs propres véhicules. Nous avons dit, nous pouvons accepter d'aller dans les patrouilles mixtes avec nos armes, mais nous pensons que les véhicules et les autres conditions, c'est-à-dire la nourriture et tout ça, c'est à l'État de l'assurer. Et effectivement, il s'est trouvé aussi que, par exemple, quand les militaires, comme tout autre fonctionnaire, quand ils vont dans les patrouilles, on leur donne des per diem, on leur donne les moyens pour vivre sur le terrain et ils veulent que les mouvements aillent comme ça. Bon, déjà, nous sommes démunis parce que nous n'avons jamais bénéficié de quoi que ce soit jusqu'ici en tout cas. S'il faut aller faire un travail de patrouille, sans moyens, vous conviendrez que c'est difficile. Donc, autrement dit, je veux dire que la balle est dans les camps de l'État. C'est à l'État d'assurer les moyens pour que ces patrouilles fonctionnent correctement. D'accord. Nous allons observer une courte pause et nous nous retrouverons pour la suite de cette émission. Vous écoutez Studio Tamani. Votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, notre page Facebook, notre compte Twitter, mais également notre site web www.studiotamani en un seul mot, .org vous permet donc de réagir à cette émission. Et si vous nous écoutez, c'est certainement à travers l'une de nos 50 radios répertoriées dans tout le pays. Alors aujourd'hui, le Grand Dialogue réfléchit sur la mise en œuvre de l'accord de paix et les retards constatés par les parties. Alors aujourd'hui, nous penchons précisément sur cette déclaration d'Hervé Latsou qui touche beaucoup de points, notamment la possibilité de pouvoir rétablir dans le Nord une administration provisoire. Cheikh Douara, est-ce qu'il est possible d'entreprendre une telle action dans le Nord actuellement avec les conditions sécuritaires? Selon lui, selon Hervé Latsou, cette administration provisoire pourrait faciliter le retour des services sociaux de base. Bon, moi je pense que tout est une question d'accord. En fait, la sécurité, le problème de sécurité se pose juste quand on n'est pas d'accord. La preuve est que le dimanche passé, lors des élections partielles à Ansongo, à la suite d'une incompréhension effectivement entre la CEMA et le gouvernement, les élections ont dû ne pas se tenir dans une importante commune qui est la commune de Telataï parce qu'ils étaient hostiles au déploiement d'une partie de l'administration et de l'armée pour superviser ces élections donc finalement. Donc moi je pense que si jamais il y a un consensus autour de ce déploiement, il n'y a aucun problème. La preuve en est que pour les infrastructures sociales de base, ça a marché parce qu'on a dû accepter, en fait la CEMA a accepté, quand même il y a eu une convention, les médecins et les enseignants ont été déployés dans la région de Kidal depuis quelques mois et voilà, là ça marche parfaitement bien. Donc moi je pense que tant qu'il y a une convention, ça marche. Tout le problème c'est une question de se mettre d'accord. C'est toujours la question de confiance, la question de confiance, voilà. Et c'est ce que disait tout à l'heure mon prédécesseur, c'est-à-dire que je pense qu'il y a un problème dans cette situation. Chacun
ferme les yeux sur ce qui ne l'arrange pas et essaye d'exhiber ce qui l'arrange. Parce que les groupes armés disent qu'ils ne peuvent pas cantonner sans qu'il y ait certains préalables en termes d'accords politiques. Il faut qu'il y ait certaines progressions en termes de réformes et avant qu'ils soient cantonnés. Et l'État pense aussi qu'il faut d'abord qu'il y ait donc un cantonnement. Donc je pense que de ce côté, il faut vraiment que cette question soit tranchée pour que tout cela soit possible. Maintenant, tout à l'heure, Ibrahim Diallo parlait par rapport au patrie mix, la possibilité qu'eux y participent par rapport aux véhicules et tout ça. Je pense qu'il faut dire les choses très clairement. Les groupes de la plateforme, en dehors de Gatia et de Hamama, c'est-à-dire tout ce qui est Gandakoi, Gandaizo et autres, en réalité, c'est le mot, ils sont démunis. Ils n'ont pas de véhicules. La preuve, en plus, en 2012, juste après le coup d'État, ils avaient reçu quelques véhicules qui, après, les ont été retirés encore. Donc, je veux dire, ils n'ont pas de véhicules, ils n'ont pas de moyens. J'ai pas compris? Reçu des véhicules de qui? Quand il y a eu le coup d'État, je pense que dans le cadre de l'état d'urgence, ils ont récupéré des véhicules de l'administration publique, évidemment, qui ont été mis à leur disposition, mais qui avaient été récupérés par l'armée après leur retour à Sévaré. Eux-mêmes, dans la prise de Gao, ils ont perdu d'autres et tout ça. Donc c'est la seule fois qu'ils aient des véhicules et ces véhicules, ils les ont perdus. Ni Gandakoi, ni Gandaizo et tout ça. Peut-être qu'ils peuvent avoir des véhicules qui appartiennent à des personnes membres de ça, mais ils n'ont aucun dispositif en termes de véhicules pour pouvoir participer à ces patrouilles. Donc, à moins que les dispositions de l'accord prennent ça en compte et mettent les moyens à leur disposition pour pouvoir le faire. D'accord. Merci beaucoup, Cheikh Douara. Je rappelle que vous êtes journaliste et vous intervenez depuis Gao. Alors, André Bourgeot, parmi donc les propos de Hervé là-dessous, il y a également cette crainte que les groupes extrémistes ne s'emparent donc ou bien n'affectent pas encore plus la sécurité dans le Nord. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a une véritable crainte à avoir à ce niveau? Je pense que la situation actuelle ne peut que favoriser les plus extrémistes des différents groupes concernés. Ce que je trouve détonnant, c'est que les propos qui ont été tenus par le représentant de la plateforme, en définitive, on a l'impression que la paix est liée à des problèmes de PRDM. Si effectivement c'est ça, ça veut dire qu'il n'y a pas une volonté concrète, forte d'aller dans le sens de la restauration de la paix. Si je prends quand les groupes armés qui ont pris les armes contre le Mali, ils ne l'ont pas pris moyennant des PRDM. Donc je suis en droit de penser que les conditions de retour à la paix doivent se faire aussi sur des bases de conditions de la paix et non pas se laisser entraver par des problèmes de véhicules ou par des problèmes de eux ils ont des PRDM et moi je n'ai pas de PRDM, donc comme je n'ai pas de PRDM, je ne participe pas au patronat. Je crois que c'est quand même quelque chose d'extrêmement inquiétant. Donc quelles sont les représentations, quelles sont les convictions, quelles sont les possibilités concrètes de mise en œuvre de l'accord de paix, s'il n'y a pas justement cette volonté de préserver une certaine sécurité, un certain retour à la paix pour l'ensemble du Mali et pour l'ensemble des populations du Mali, parce que encore actuellement, les réfugiés qui sont à l'étranger ou bien ceux qui sont à l'intérieur du pays, ce sont les principales victimes de ces dissensions qui existent. Donc je suis un petit peu surpris que pour des petits problèmes d'argent, de PRDM non versés, qu'on dit bon, on n'y va pas. C'est quand même inquiétant parce que, encore une fois, ça révèle l'absence de l'absence de conviction sur le Mali doit retourner à la paix. Et il faut défendre cette unité territoriale aussi, et c'est par ce moyen-là qu'on peut défendre l'unité et penser, encore une fois, aux populations qui sont victimes de cette situation. Donc il y a une certaine inquiétude, et dans ces conditions-là, ça va dans le sens des gens les plus extrémistes qui, eux, n'ont pas intérêt à ce que la paix revienne, pour des raisons diverses. Alors, est-ce que vous souhaitez réagir, Ibrahim Diallo? Oui, merci. Écoutez, monsieur Bourgeot, je n'ai jamais dit que c'est pour des questions de PRDM. Mais les groupes armés, particulièrement de la plateforme, c'est des jeunes qui ont pris les armes, qui n'ont des fois même pas de quoi aller manger, une ration alimentaire en brousse.
Alors, c'est de ça qu'il s'agit. Je n'ai jamais dit qu'ils ont demandé de l'argent, mais il faut, quand on fait une patrouille, ça peut prendre une semaine, ça peut prendre 2 semaines. Celui qui n'a pas 500 francs ou bien 5 francs pour aller manger, comment vous voulez qu'il participe à des patrouilles mixtes? Moi, je n'ai jamais parlé de per diem. Je n'ai jamais dit que c'est des questions de principe d'argent, mais il faut leur donner de quoi patrouiller. Quand on leur demande d'aller avec leur véhicule, et ceux qui n'ont pas de véhicule, même M. Diora qui dit que nous, à un moment donné, nous avons, et moi je suis responsable depuis le départ, je ne suis pas de ceux qui viennent tout de suite là chercher à forcer la porte. On n'a jamais eu de véhicule de l'État. Et si par hasard j'ai mon propre véhicule, si par hasard j'ai mon propre véhicule que j'ai utilisé peut-être parce que je dois défendre mon père ou bien ma maman, comment je vais le mettre sans sécurité, sans assurance, si ça saute sur une mine ou bien si on me l'arrache, comment on va dire? L'État est quand même les responsables de la mise en œuvre de l'accord. Un État ne peut pas être comparé à un individu. Les militaires qui vont sur le terrain, ils ont leur salaire, mais quand même, on leur donne les moyens, quand ils vont en mission, en plus de leur salaire, de quoi vivre sur le terrain. Je parle de ça. Je n'ai jamais dit que c'est des questions de personnes qui nous empêchent d'aller patrouiller. Merci beaucoup, Ibrahim Diallo. Alors, Cheikh Diouara, est-ce que vous pouvez nous dire si les risques, les craintes donc évoquées par Hervé Latsou concernant le retour des extrémistes ou leurs menaces de plus en plus grandissantes, est-ce que ces craintes sont justifiées aujourd'hui dans le Nord? Bon, d'abord, moi, je pense qu'il faut que nous ayons une vision globale de la question sécuritaire sur les 1 240 000 kilomètres au lieu de rester focalisé sur le Nord. Parce que je pense qu'aujourd'hui, quand on prend les indicateurs d'évaluation de risque en termes de sécurité, nous avons les mêmes risques à Tinzawatan que nous avons à Bamako. Maintenant, en termes d'attaques extrémistes et autres. Maintenant, je voudrais juste préciser quelque chose avec M. Diallo. Ce n'est pas pour polémiquer, mais effectivement, le 22 mars 2012, quand il y a eu le coup d'État et que les généraux qui tenaient l'état-major à Gao ont été arrêtés par les pro-putschistes de l'armée malienne à Gao, quand ils ont pris les véhicules de l'administration publique, des services de l'État, qu'ils ont remis à Gandaïzo et Gandako, il y a eu au moins une dizaine de véhicules qui avaient été mis à la disposition de ces combattants volontaires. Mais, je dis, dans la prise de Gao, quand la ville est tombée, eux-mêmes, ils ont perdu certains véhicules et lors de leur repli, parce qu'ils ont suivi l'armée, certains ont suivi l'armée, et quand ils sont arrivés à Sévaré, ces véhicules ont été retirés. Et je parle de quelque chose que je sais, et le véhicule, la Tulix Toyota, qui a été remis à Ibrahim Diallo, qui était le chef héritier de Gandaïzo, qui est arrivé à Sévaré, ça lui a été retiré. Donc ça, c'est pas pour polémiquer. Alors, Cheikh Diouara, on s'enlise un peu dans les explications. Oui. On va peut-être passer à cette autre question. Je pense que c'est important. Ceci étant dit, est-ce qu'aujourd'hui, cette crainte évoquée par Hervé Latsou est justifiée? Moi, je pense que Hervé Latsou, c'est quelqu'un qui ne va pas droit au but. Hervé Latsou, dans son discours, il a une accusation claire et formelle à faire à l'endroit de l'État malien. Il accuse de ne pas avoir assez de volonté politique pour mettre en œuvre les réformes politiques demandées. Alors, pour ne pas dire cela clairement, je pense qu'il a essayé de faire pas mal de remis-ménage son discours, pour parler de façon un peu moins précise ou un peu moins claire pour dire ce qu'il a dit. D'accord. Alors, je pense que ce n'est pas un appel au groupe armé de cantonner ou autre, mais ces accusations vont bon train vers le gouvernement malien. Voilà ma lecture de ces propos. Merci beaucoup, Cheikh Diouara. Alors, dans ces propos également, il y a cette note positive sur la création et la mise en œuvre aujourd'hui de cette commission Vérité, Justice et Réconciliation. Est-ce qu'on peut tirer le bilan depuis sa création de cette commission avec vous, André Bourgeot? Sauf erreur de ma part et à ma connaissance, jusqu'à présent,
on ne voit pas les retombées concrètes de la mise en œuvre de cette commission vérité et justice. Mais bon, moi je suis un peu loin, donc il y a peut-être des choses qui se sont passées que je ne connais pas. Mais globalement, encore une fois, quelles sont les actions concrètes de cette mise en œuvre? Ça repose le problème aussi de que fait la justice malienne par rapport à certains éléments qui ont pris les armes. Ça repose sur ce type de problème. Ça repose aussi le problème de l'application des DDR. À un moment donné, il va bien falloir aussi attribuer de nouvelles fonctions aux anciens rebelles signataires des accords de paix. D'une part. D'autre part, se pose encore le problème du remaniement ministériel. Le président de la République a fait une déclaration qui me paraît claire en disant en faisant comprendre que le Premier ministre sera maintenu en tant que Premier ministre, et on voit bien que on parle d'un remaniement depuis 15 jours, 3 semaines, voire un peu plus, et que ça tarde. Donc si la mise en œuvre de ce remaniement tarde, ça veut dire que quelque part, il y a des choses qui bloquent. À partir de ce moment-là, est-ce que ça va débloquer la situation? C'est pas non plus évident parce que va se poser des problèmes de jalousie, de compétition de leadership, etc. C'est une situation extrêmement complexe et cette complexité, elle résulte aussi, encore une fois, en tout cas, c'est ce que je pense, des conditions d'élaboration de ces accords de paix qui se sont faits entre acteurs et le peuple malien a été étranger à cette élaboration des conditions de paix. Si au préalable, il y avait eu une grande conférence nationale ou qu'importe l'appellation, peut-être que le Mali ne serait pas dans cette situation-là parce que justement, la population malienne aurait été impliquée dans ces accords de paix, ce qui n'a pas été le cas. D'accord. Alors, nous allons observer une courte pause avant de poursuivre cette émission. Une réaction, un avis, un commentaire. Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous. Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre. Studio Tamani réfléchit aujourd'hui sur le retard constaté par beaucoup d'acteurs sur la mise en œuvre, concernant la mise en œuvre de l'accord de paix et la réconciliation donc au Mali. Alors nous sommes avec deux invités au téléphone et un invité dans ce studio. Aujourd'hui, nous avons invité la SEMA également à participer à cette émission, mais nous n'avons pas eu de suite favorable à cette demande. Alors, Cheikh Diouara, nous sommes donc à la troisième partie. Les urgences aujourd'hui pour la mise en œuvre de cet accord. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous pensez être la chose la plus urgente aujourd'hui à faire pour que le blocage ne soit plus un blocage, mais que l'accord puisse continuer sa mise en œuvre? Moi, je pense qu'il faut rétablir la confiance, il faut se dire la vérité, il faut discuter très clairement et avancer. Parce que quand on va rester dans cette situation, on fera un pas en avant et deux autres en arrière. Ça, c'est très clair. Alors, il va falloir discuter, se mettre d'accord, préciser les zones d'ombre. Parce que tout ça, ça veut dire qu'il y avait eu effectivement des parties qui sont restées confuses ou quand même moins cohérentes. Donc, je pense que c'est ce qu'il faut éclaircir pour pouvoir aller de l'avant. C'est aussi simple que ça. Alors, qu'est-ce que vous pensez que l'on peut reprocher au gouvernement malien concernant le blocage, Cheikh Diouara? Moi, je ne sais pas exactement quel est le pouvoir de l'État malien pour avancer. Parce qu'il faut savoir que cet accord, il y a tellement de parties prenantes et qui chacun a un rôle précis. Je ne pense pas non plus que tous les acteurs auraient joué leur rôle et que seul l'État malien n'a pas fait quelque chose pour avancer. Quand vous lisez dans les propos de là-dessous, je pense qu'il pense que c'est l'État qui n'a pas fait ce qu'il devait faire. L'État pense que c'est les groupes armés qui ne sont pas allés vers qui n'ont pas fait ce qu'ils devaient faire pour qu'on puisse avancer. Et moi, je pense tout simplement que c'est toutes les parties prenantes qui n'ont pas avancé comme ils le doivent. Et je pense que quand on essaye de voir, chacun a sa part de culpabilité dans ce blocage ou dans ce retard-là. Merci Cheikh Diouara. Alors je pense que le studio va vous rappeler car la liaison
se dégrade progressivement. Alors, André Bourgeot, aujourd'hui, nous parlons des urgences pour le redémarrage ou bien l'accélération de la mise en œuvre de l'accord de paix. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous pensez être urgent à faire tant du côté du gouvernement malien que du côté des groupes armés? Je pense les propos tenus du précédent intervenant de cette Diallo, j'y souscris tout à fait. Je ne pense pas qu'il faut aller dans le sens d'une approche manichéenne des problèmes. Les blocages existent probablement sur réserve de vérification, mais même vu de l'extérieur, les blocages existent tant du côté de la partie malienne, du pouvoir central malien, que du côté des autres acteurs, les ex-rebelles, etc. Donc, s'il n'y a pas une volonté politique de tous les acteurs actuels de retourner à un dialogue et effectivement de crever l'abcès, parce qu'apparemment, il y a quand même un abcès qui est important et qui fige les conditions de réalisation de cet accord. Alors, qui doit prendre l'initiative politique pour retourner au dialogue, pour débloquer la situation? Je ne pense pas que ce soit une seule personne. Peut-être que là, dans cette situation-là, faut-il faire appel à une troisième force qui aurait capacité justement à réunir encore ceux qu'on accuse, c'est-à-dire le pouvoir malien, et aussi du côté des acteurs, les ex-groupes armés, ex-rebelles. Sinon, effectivement, la situation va se pourrir et les accords de paix auront d'énormes difficultés à se réaliser. Et encore une fois, ça ne peut faire que le jeu des plus extrémistes et de ceux qui n'ont pas intérêt à ce que l'accord soit mis en œuvre. Donc peut-être faire appel à la société civile. La société civile, elle joue aussi un rôle. Pourquoi la société civile, à un moment donné, dans ces circonstances-là, ne pourrait pas essayer de rabibocher les différentes parties qui, pour le moment, campent sur leur position? C'est peut-être une hypothèse, c'est peut-être une des solutions, je n'en sais trop rien. Là, il faut faire quelque chose pour débloquer la situation et cesser de citer les responsabilités sur un seul camp. Je crois que c'est l'ensemble des acteurs, des parties prenantes de ces accords qui ont une part de responsabilité, chacun a la leur. À partir du moment où il y a possibilité de faire une autocritique, même si elle n'est pas faite explicitement, mais s'il y a expression d'une volonté politique de retourner à un dialogue, c'est quelque chose qui permettrait une avancée. Alors, les urgences selon vous, Ibrahim Diallo, plateforme. Merci. Je vous précise que je suis membre du comité des suivi. Donc, par rapport aux urgences et à la mise en œuvre, vraiment, s'il y a quelqu'un qui est au point par rapport à cela, c'est moi qui peux je suis un des acteurs principaux. Donc, vous savez, les gens parlent de beaucoup de choses qu'ils ne maîtrisent pas. La mise en œuvre de l'accord a été signé. La mise en œuvre de l'accord, surtout concernant les urgences, incombe principalement à l'État. Les groupes armés, ils ont pris les armes. Mais ils n'ont pas les moyens de l'État. L'application, c'est l'État qui applique. Et nous avons eu à protester. Moi, chaque fois au début, quand on a commencé les réunions du comité de suivi, j'ai fait partie du sous-comité politico-institutionnel, qui est un des principaux, quand même, pour la mise en œuvre, la relecture des textes et je ne sais pas, l'adoption des textes nécessaires pour appliquer les réformes. On nous envoie des conseillers techniques qui ne connaissent même pas de quoi il s'agit. Ah, je ne suis pas informé. Ou bien un conseiller d'un département vient, les autres, je ne sais pas. Ce qui fait qu'on a fait tellement de réunions qui ont été reportées parce qu'on nous a tourné en rond. Et on a dit vraiment, si l'État ne veut pas, il faut qu'ils nous le disent. Ils ont commencé à nous envoyer des gens, mais en s'opposant toujours pour dire qu'on n'est pas d'accord sur ça. Non, on n'est pas d'accord sur ça. C'est en ce moment-là que les deux groupes, plateforme et SEMA, ont dit vraiment que ça suffit si l'État ne veut pas qu'ils le disent carrément. Et il vous souvient qu'il y a à peu près il y a un mois, on les a amenés, on a désigné deux groupes, deux personnes, deux de la SEMA et deux de la plateforme qu'on a amenés à Alger pour aller faire les points. Et vraiment, unanimement, la médiation internationale a reconnu que c'est l'État qui bloque. Parce que, comme je vous l'ai dit, c'est vrai, on est tous signataires, mais la mise en œuvre, c'est quand même l'État qui a les moyens, c'est l'État qui peut bloquer ou bien débloquer. Par exemple, quand on demande de changer la Constitution, est-ce que c'est les groupes armés qui vont changer la Constitution? C'est l'État qui va faire les projets de loi, qui va soumettre à l'Assemblée nationale. Si l'État n'accepte même pas de rédiger ces projets de loi, à fortiori les envoyer à l'Assemblée nationale, est-ce que c'est la faute des groupes armés?
Si par exemple on demande des moyens d'urgence pour aller satisfaire les populations en détresse, par exemple dans la région de Kidal, les groupes armés, ce n'est pas aux groupes armés que ça incombe. Donc, principalement, c'est l'État qui a bloqué, et il faut le dire, vraiment, je suis malien, j'ai toujours été républicain et légaliste, mais à un moment donné, on l'a dit, et vous avez entendu que le président récemment a appris que désormais les choses vont changer et qu'ils vont appliquer. Et effectivement, depuis un certain temps, on a constaté qu'effectivement, il y a un changement dans la mentalité de nos collaborateurs, des représentants de l'État par rapport à la mise en œuvre. Nous pensons que si ça continue comme ça, ça va aller très vite, mais au début, il y avait des blocages. Pour vous dire la vérité, au niveau du comité de suivi, chaque groupe thématique a constitué un chronogramme. Voilà ce qui doit être fait à telle époque, à telle date, à telle date. Les retards ont été accumulés d'abord par rapport à la signature de l'accord, ce qui fait que tout ce qui est prévu comme période d'intérimaire, une bonne partie a été entamée déjà par rapport à la signature de la date. Mais par rapport même à la mise en œuvre, il y a eu des gens qui ont traîné les pieds, et ce qui fait que même les chronogrammes sont faussés. Par exemple, si je prends un exemple comme ça au hasard, on a prévu par exemple des choses qui devaient être faites au 31 janvier à cause des retards dans l'application. La mise en place même du comité de suivi. C'est l'État qui a voulu susciter des faux mouvements, des gens qui veulent se réclamer à la dernière minute comme s'il y avait une quatrième partie à l'accord. Vous parlez de la Campus 15. Je ne nomme pas les gens, mais je veux dire qu'il y a des gens qui ont été suscités, qui ne sont pas des groupes d'armées. Tout le monde le sait, c'est des associations, mais qu'on est en train de forcer pour les mettre. Nous, on a dit pour que ces gens-là acceptent à rentrer. On ne dit pas qu'ils ne rentrent pas, ce sont nos frères. Mais il y a 3 parties. La plateforme, la SEMA et l'État. Ces gens-là, pour qu'ils puissent rentrer dans les processus, il faut qu'ils retournent dans les groupes d'origine. Mais l'État ne peut pas créer un 4e groupe pour les mettre dans les pattes. À quel dessein? Donc voilà un des exemples pour lesquels on a dit que c'est le comité qui ne fonctionne pas, mais en réalité, ce sont ces gens-là qui ont créé une situation de blocage par rapport à ça. Nous, en réalité, retenez, je n'ai rien contre l'État, je suis un républicain, je suis légaliste, je suis un Malien, mais je vous dis, la mise en œuvre incombe principalement à l'État parce que c'est lui qui détient les moyens de mettre en œuvre. Alors vous avez évoqué tout à l'heure la réunion qui doit se dérouler à Alger. Si ce n'est déjà en cours pour faire le blocage, est-ce que cette réunion va pouvoir gérer le blocage et l'ensemble des problèmes actuels? Non, je ne parle pas de la réunion à venir. Ça n'a pas commencé. J'ai dit le mois passé. On avait Alors, cette demandé... réunion qui vient, est-ce que cela pourra apporter des solutions? Non, cette fois-ci, on a demandé à ce que le comité de suivi lui-même se réunisse à Alger. La médiation internationale a la latitude de choisir les lieux de réunion. Vous pensez que cela va faire bouger les choses? On espère. La médiation internationale, nous, déjà dans l'accord, on a demandé une garantie internationale et un accompagnement international. S'ils constatent qu'il y a des lenteurs ou bien des choses, c'est à eux de prendre les dispositions avec l'État pour les corriger. Je ne sais pas, j'espère bien. Ibrahim Diallo de la plateforme. Alors, Cheikh Douara, je rappelle que vous êtes journaliste et vous intervenez depuis Gao. Aujourd'hui, cette cacophonie décrite donc par Ibrahim Diallo au niveau du gouvernement, est-ce que vous pensez que cela est justifié? Moi, je pense que ce qui est sûr, il y a des choses qui encombrent à l'État par rapport à cette lenteur, c'est très clair. Et surtout par rapport à la prise de dispositions, par rapport aux réformes et tout ça. Mais il a cité beaucoup de choses qu'il dit que c'est le rôle de l'État, mais qu'il sache que l'État ne saurait les mettre en œuvre sans la volonté et sans la participation des groupes armés. Qu'ils soient pro-Bamako ou qu'ils soient de la SEMA, de la plateforme, etc. L'État ne peut les mettre en œuvre sans leur volonté et sans être en commun accord avec eux et aussi avec des parties prenantes comme la MINUSMA ou comme la France. Ça, c'est très clair. Donc, il y a beaucoup de choses qu'il a citées. Il faut qu'il sache que l'État peut prendre l'initiative si c'est à elle que ça revient comme devoir de le faire, mais il ne peut le faire sans la volonté d'être de ces groupes-là et sans pour autant qu'ils ne soient en commun accord avec ces groupes. Ça, c'est très clair. Merci, Cheikh Douara. Vous êtes depuis journaliste et vous êtes à Gao. Alors, André Bourgeot, aujourd'hui, cette réunion qui est prévue à Alger, est-ce que vous pensez que cela pourra apporter des solutions à ce blocage?
Oui, c'est difficile à dire, à anticiper sur la décision qui va être prise. Mais je voudrais revenir sur les blocages. Quand il y a un blocage, il y a deux types de comportements possibles. Ou bien on renforce le blocage, ou bien on se donne les moyens d'essayer de le dépasser et d'aller dans le sens d'un compromis. Si effectivement au sein du comité de suivi, dès qu'il y a blocage, quelle que soit l'origine de ce blocage-là, si on va dans le sens de renforcer le blocage en disant mais oui, mais ça ne nous convient pas, etc., si on ne va pas dans le sens d'un compromis, donc de la négociation, de la mise en œuvre du contenu du comité de suivi, et bien après ça débouche sur des blocages généralisés, et quand ça débouche sur des blocages généralisés, quelle est la solution à ça qui est prise actuellement? C'est d'avoir recours à la communauté internationale. Et c'est la communauté internationale qui, encore une fois, décidera du devenir, essaiera d'agir sur le devenir de l'application des accords de paix. Ça, c'est quand même inquiétant, parce que c'est quand même aux forces maliennes, quelles que soient leurs origines, à créer les conditions du déblocage, à créer les conditions de la négociation, à créer les conditions du dialogue à travers un compromis. Et si les acteurs maliens, parties prenantes de cet accord, ont cette volonté politique, je pense que le Mali peut s'en servir. Mais si chacun reste campé sur ses positions, effectivement, une fois de plus, ce sera l'extérieur, en l'occurrence la communauté internationale, qui essaiera de faire quelque chose. Mais la communauté internationale, elle n'est pas neutre non plus. Donc c'est une des raisons pour lesquelles je pense que c'est aux forces maliennes actuellement actrices de la mise en œuvre de cet accord de paix de se colter à la réalité, à la négociation et au compromis. Alors, quand vous dites que la communauté internationale n'est pas totalement neutre, qu'est-ce que cela sous-entend ? Ça sous-entend que la communauté internationale, on l'a vu dans le passé, certains groupes issus de l'Organisation des Nations Unies n'ont pas toujours eu un comportement particulièrement neutre. Ils ont eu quelquefois des propos et des comportements partisans. Donc moi, je pense que que quand il y a des... Est-ce que vous pensez que c'est le cas au Mali ? Ça a été le cas au Mali, oui, je crois que tout le monde le sait, puisqu'il y a même eu des écrits là-dessus, c'était le cas. Pour ne pas la citer, pendant quelque temps, la MINUSMA a fait l'objet de critiques qui ont été diffusées publiquement. Ensuite, il y a eu aussi un redressement qui s'est fait. Donc, je ne vois pas pourquoi la communauté internationale, parce qu'elle est internationale, elle serait neutre. Il n'y a pas de neutralité en politique. Il y a toujours des prises de position qui vont dans le sens de certains intérêts, multiples d'ailleurs, pas nécessairement dans le sens des intérêts des nations ou des trucs comme ça. Mais la communauté nationale, elle n'est pas porteuse en soi de neutralité. Loin s'en faut, on l'a vu partout dans le monde. Merci beaucoup. C'est la raison pour laquelle j'insiste sur le fait qu'il y a une véritable des parties prenantes, des acteurs actuellement en œuvre pour aller dans le sens du bien du Mali et de la restauration de la paix, c'est aux Maliens de se colter à cette réalité et d'aller dans le sens du compromis, donc de la négociation. Merci beaucoup André Bourgeot. Merci à vous messieurs. Cheikh Douara était à Gao. Merci Ibrahim Diallo qui est de la plateforme. Cette émission est terminée. Je suis Famoussa Sidibé. Seydou était à la mise en onde, Peting Diara à la régie vidéo et il y avait Seydou Fomba à la réalisation. Nous vous disons à demain pour un autre débat. Bonsoir. Le Grand Dialogue. Sigeka Foba. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du Studio Tamani sur votre radio. Shaniberi. Sigeka Foba. Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue.